invadiu o meu mundo. Tá bom demais. Tá bom assim. Tá bom demais. Tá bom pra mim. Bonjour à tous, bienvenue dans Xenius. Bonjour, Émilie et moi avons fait nos valises direction le Brésil pour faire connaissance avec un animal très particulier. Nous avons parcouru plus de 9000 km pour rendre visite à une vache. Cette vache s'appelle Pora et elle est unique en son genre. Enfin, pas tout à fait justement, puisque c'est la copie d'une autre vache, autrement dit, c'est un clone. Et c'est de cette technique de biologie moléculaire dont nous allons parler aujourd'hui dans Xenius. Au Brésil, comme dans le reste du monde, des chercheurs travaillent sur le clonage. Alors, cette pratique est-elle appelée à se développer? Le clonage deviendra-t-il un jour un geste banal? En France, il existe déjà un secteur qui réalise avec le clonage un commerce très lucratif, l'élevage des chevaux de sport. Une vieille ferme quelque part en France. Le temps semble s'y être arrêté. Mais derrière ces murs se joue pourtant une révolution dans l'élevage des chevaux. Ces poulains sont les descendants de Iti, l'un des plus grands champions de saut d'obstacles au monde. Sauf qu'Iti était un hongre, c'est-à-dire un cheval castré. Alors comment ces poulains sont-ils nés? À l'origine de ce miracle, il y a un homme, Eric Palmer. Son métier? Cloner des chevaux. Mais pas n'importe lesquels, seuls les champions l'intéressent. Beaucoup de chevaux de compétition sont castrés. Ils sont donc perdus pour la reproduction. L'idée était, en clonant un de ces très grands champions, de prouver qu'il y avait les gènes qu'il fallait pour devenir étalon, parce que ces chevaux sont les meilleurs. Comme Iti. Avec un total de gains dépassant les 3 millions d'euros, ce cheval a gagné plus que n'importe quel autre sauteur. Iti est mort en 2013 à l'âge de 26 ans. Son propriétaire, Hugo Simon, est devenu, grâce à lui, l'un des cavaliers les plus titrés au monde. La particularité d'Iti, c'est que c'était un cheval qui aimait le sport. Dès qu'on lui mettait sa selle, c'est comme s'il se disait « Tiens, la compétition recommence ». C'était un sportif. C'est ce qui le distinguait des autres. C'est parce qu'il aimait ça qu'il a obtenu un palmarès aussi prestigieux. Iti devait transmettre son potentiel de performance, mais comme beaucoup de sauteurs, il a été castré. Un hongre est en effet plus docile et plus facile à monter. Son patrimoine génétique était, semble-t-il, perdu pour l'élevage. Quand un beau jour... Cet homme est venu de France, il voulait le cloner. Je lui ai répondu « Qu'est-ce que vous me chantez là ?» Mais il m'a dit « Vous devriez réfléchir. Un poil, un petit morceau de peau, un peu de sang, et on peut faire un clone. » Je lui ai dit « Mais c'est impossible. » Eric Palmer est le seul en Europe à pratiquer le clonage commercial. Ce biologiste a consacré sa carrière à la reproduction du cheval. Nombre de ces innovations dans l'élevage équin ont d'abord été controversées, que ce soit l'échographie ou l'insémination artificielle. Je suis toujours dans l'état d'esprit d'un scientifique. Ma motivation principale était de persuader les autres de mon point de vue. J'ai dû créer la société Cryosotech sans financement public, parce que ce n'était pas politiquement correct. Eric Palmer a commencé par prélever un morceau de peau sur Iti. Le tissu est stocké ici, dans sa banque de données génétiques, à moins 196 degrés, tout comme l'ADN de 110 autres chevaux de compétition. Le clonage d'un cheval est compliqué techniquement et coûte aux alentours de 200 000 euros. Eric Palmer a déjà cloné une vingtaine de chevaux. En 2006, le clone d'Iti a vu le jour. Mais cette révolution dans le sport hippique n'est pas toujours bien accueillie. Les gens craignent que l'on fabrique des chevaux comme dans une usine, qu'ils soient tous pareils.
Mais ce n'est pas le cas. Deux clones d'un même animal ne sont pas totalement identiques. La mère porteuse et l'histoire durant la grossesse sont différentes. L'histoire après la naissance aussi, que ce soit l'allaitement, la croissance, etc. Ils ne sont donc pas totalement identiques. Le Centre européen du cheval en Belgique. C'est ici que vit désormais le clone le plus célèbre d'Eric Palmer, E.T. Cryotech Stallion, doté des gènes du légendaire champion. C'est justement pour transmettre ces gènes que le clone a été créé. Les débuts se sont accompagnés de quelques doutes. Produirait-il une descendance en bonne santé? 3 fois par semaine, on prélève le sperme de l'étalon. La vente de semences pourrait rapporter théoriquement jusqu'à 500 000 € par an. Une petite dose coûte aux alentours de 500 €, de quoi intéresser de nombreux investisseurs. Mais les clients sont encore rares, préférant attendre que le clone prouve d'abord qu'il peut produire des performeurs. E.T. Cryotech Stallion a d'ores et déjà engendré plusieurs poulains. Les Simons ont eux aussi eu recours à sa semence pour inséminer leur jument d'exception Okinda. Nous espérons ainsi que les gènes et l'esprit d'E.T. feront leur retour ici, à Weisenheim am Sand. Hugo et Margit Simon ne sont pas les seuls à nourrir ce genre d'espoir. Pour Eric Palmer, le pari est tout autant scientifique que commercial. Si l'un de ces poulains devient un crack, le commerce des semences sera promis à un brillant avenir. Du moins, l'espère-t-il. J'aimerais voir ces poulains devenir des champions. Comme ça, je serai allé jusqu'au bout de l'histoire. Ces poulains devront attendre d'avoir 5 ans pour participer à des compétitions. On verra alors si ces descendants d'E.T. sont à la hauteur de leur patrimoine génétique particulièrement prometteur. Ça y est, on a rassemblé le bétail. Nous sommes toujours au Brésil, dans une ferme non loin de la capitale. Mais ce n'est pas une ferme comme les autres, puisqu'ici, on fait de la recherche. Oui, le terrain appartient à l'Embrapa. L'Embrapa est le plus grand organisme public de recherche agronomique du Brésil. Et sa spécialité, c'est le clonage depuis maintenant 13 ans. 8 vaches ont déjà été clonées ici. Et nous allons maintenant rencontrer le responsable des programmes, Alexandre Floriani. Bonjour. Pourquoi pratique-t-on le clonage ici? Depuis qu'elles sont arrivées au Brésil, il y a 500 ans, ces vaches de péninsule ibérique se sont progressivement adaptées à leur nouvel environnement. Et ce sont ces caractéristiques d'adaptation que nous voulons conserver afin d'améliorer la production brésilienne. Ces animaux nous permettent de produire une viande, un lait ou un cuir de meilleure qualité. Ils sont capables de résister à cet environnement, aux variations de température, et ils sont résistants aux maladies et aux parasites. Nous sommes ainsi plus productifs. D'après vous, dans combien de temps mangerons-nous de la viande clonée? Le clonage est utilisé avant tout pour la reproduction. L'animal cloné nous permet de faire des croisements avec des troupeaux commerciaux. Ce sont ses descendants qui seront vendus aux consommateurs. Les animaux clonés ne vont pas directement à l'abattoir. Mais comment ça se passe pour les animaux? On dit souvent que les clones sont plus sensibles aux maladies. Dolly, par exemple, a vieilli prématurément. En 2001, Embrapa a connu sa première victoire avec la naissance du premier clone. Elle est morte l'année dernière,
à 11 ans, d'une pneumonie. C'était une mort naturelle. On a encore 2 autres clones en bonne santé. Ces 3 vaches ont eu des descendants, des enfants et des petits-enfants. Il peut arriver qu'à la naissance, l'animal ait des problèmes cardiaques et respiratoires. Mais dans ce cas, l'animal ne vit pas plus de quelques jours. Ceux qui survivent n'ont pas de problème particulier. Eh bien, nous vous remercions. Merci. Comme on le voit ici au Brésil, les perspectives offertes par le clonage sont immenses. Sauf que le clonage reste une technique très coûteuse. Cloner ou jouer avec le vivant. Si le clonage paraît être une science récente, les premières expériences remontent à 1902. On les doit à l'allemand Hans Spemann. À l'aide d'un fin cheveu de nourrisson, il scinde un embryon de salamandre au stade de cellules et produit ainsi les premiers jumeaux artificiels. Mais le clonage à proprement parler n'est réalisé que bien des années plus tard, en 1996, avec Dolly, la brebis la plus célèbre au monde. Les chercheurs prennent une cellule d'une brebis A dont ils ne gardent que le noyau et l'ovocyte d'une brebis B dont ils retirent le noyau. Puis ils transplantent le noyau cellulaire de la brebis A et par conséquent ses informations génétiques dans l'ovocyte énucléé de la brebis B. Une impulsion électrique lance la division cellulaire de l'ovocyte. L'embryon obtenu est implanté dans l'utérus d'une mère porteuse. C'est ainsi qu'est née Dolly, copie génétique de la brebis A. Mais pour la fabriquer, il a fallu 400 ovocytes, dont 277 seulement ont produit des embryons. Sur ces embryons, 13 seulement ont été implantés dans une mère porteuse et un seul est parvenu à terme, Dolly. Ce premier succès inspire néanmoins des chercheurs qui voient se profiler à l'horizon un marché du clonage pour les animaux d'élevage et domestiques. En 2009, des Espagnols se lancent dans une expérience folle. Le clonage d'une espèce disparue, le bouquetin des Pyrénées, à partir de cellules de peau du dernier individu, et selon le même principe que pour Dolly. Une chèvre domestique fournit l'ovocyte. La mère porteuse aussi est une chèvre. Au bout d'environ 500 tentatives, ça y est, pour la première fois, une espèce éteinte voit de nouveau le jour. Durant 7 minutes. Le petit bouquetin souffre d'une malformation pulmonaire qui l'empêche de respirer. Cloner des animaux est désormais devenu presque banal. Et le clonage humain ne semble plus très loin. En 2013, des chercheurs produisent des embryons à partir de cellules humaines clonées. Non pas pour donner naissance à un enfant, mais pour obtenir des cellules souches destinées à un usage thérapeutique. Le principe est toujours le même, transférer le noyau d'une cellule d'un patient, et donc son ADN, dans un ovocyte énucléé afin de produire un embryon qui est le clone du patient. Au bout de 5 jours de développement, l'embryon possède 50 cellules. Les chercheurs le détruisent et prélèvent ces cellules souches. Cultivées en laboratoire, elles se différencient en cellules nerveuses, musculaires ou cutanées. Avantage, ces cellules saines peuvent être implantées chez le patient sans risque de rejet. Aujourd'hui, des méthodes existent pour obtenir des cellules souches sans passer par le clonage. Le clonage humain thérapeutique est donc devenu inutile, mais les recherches continuent néanmoins. Et les expériences menées dans le monde montrent que le clonage humain reproductif n'est plus une chimère. Des garde-fous juridiques et éthiques existent, du moins pour le moment encore. Mais la technique est d'ores et déjà disponible. Eh oui, le clonage s'est banalisé, comme ici au Brésil. Et maintenant, nous aimerions voir par nous-mêmes comment on clone des animaux. Pour ça, il faut aller pêcher ce qui se trouve là-dedans.
Les cellules restent 7 jours dans cet incubateur, à environ 39 degrés, où elles se développent. Ce n'est qu'ensuite qu'elles sont prêtes pour le clonage. Ce que ce chercheur va nous montrer, nous ne le verrons assurément qu'une fois dans notre vie. Le clonage d'une vache. Ça nous fait un peu bizarre, mais le chercheur, lui, a l'air de trouver ça tout à fait normal. Le chercheur commence par vider un ovocyte de son noyau. Puis, il prélève le noyau d'une cellule de l'animal qu'il veut cloner. Ensuite, il transplante ce noyau dans l'ovocyte énucléé, vidé. On se fait tout un monde du clonage. Mais à le voir comme ça a l'air relativement simple et c'est aussi plutôt rapide. L'ovocyte, désormais porteur d'un nouvel ADN, reçoit une impulsion électrique et commence à se développer en embryon. Au bout de 10 jours, l'embryon est transplanté dans l'utérus d'une mère porteuse. Et si tout se passe bien, 10 mois plus tard, une vache clonée voit le jour. Mais cela fonctionne rarement. Sur 100 ovocytes, seulement 5 en moyenne produisent un animal. Nous sommes maintenant avec une spécialiste du clonage, Margot Daoudi. Vu tous les embryons que vous perdez, est-ce que ça a un sens de cloner des animaux? Le clonage a 4 objectifs principaux. Le premier, c'est si vous avez un animal de valeur, par exemple un étalon. La seule façon de conserver son patrimoine génétique après sa mort, c'est de le cloner. Nous n'utilisons pas le clonage pour produire de nombreuses copies d'un seul animal, mais dans certains cas, c'est très utile. Au Brésil, beaucoup d'éleveurs mettent la main au portefeuille pour avoir un clone. Le deuxième objectif, c'est la conservation des espèces. Mais si une espèce est en train de s'éteindre, le clonage peut-il la sauver? Est-ce qu'on n'a pas besoin de diversité génétique? Bien sûr, ce n'est pas avec le clonage que l'on va sauver une espèce, mais on peut combiner le transfert de noyaux avec d'autres techniques. Si une espèce est en voie d'extinction, il vaut mieux avoir 1 ou 2 animaux afin de ne pas perdre l'espèce. Le troisième objectif, c'est de faire progresser la science. On peut beaucoup apprendre sur la programmation de l'ADN, sur les cellules souches. Et le dernier objectif, c'est la production d'animaux transgéniques. Et quel est l'intérêt de fabriquer un animal transgénique? Un animal peut produire une substance qui sera utile à l'homme, par exemple de l'insuline. C'est un des champs d'application de la technologie transgénique. On peut aussi produire des animaux qui seront plus productifs ou plus résistants à certaines maladies. Est-ce qu'au Brésil, le clonage est encadré? Ou est-ce que vous pouvez tout cloner? Le Parlement est justement en train de légiférer sur le sujet. Il suffit en effet d'une seule cellule d'un animal pour en fabriquer une copie. Il faut donc que ce soit encadré. Ce serait une bonne chose pour les propriétaires, les éleveurs et aussi les laboratoires qui pratiquent le clonage. Il faut également empêcher la perte de la diversité génétique. Le clonage a donc besoin de règles. Et que pensez-vous du fait qu'en Europe, le clonage soit beaucoup plus limité parce que plus encadré? Je pense que chaque pays doit décider de ce qui est bon pour lui. Au Brésil, nous avons besoin de produire davantage de viande et de lait. Nous voulons que les animaux soient plus productifs. Le clonage, associé à d'autres techniques, nous aidera à augmenter la productivité des troupeaux. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Au Brésil, donc, la législation et les règles concernant le clonage sont plutôt libérales. En Europe, la pratique est beaucoup plus encadrée. Mais ça n'empêche pas l'Allemagne de pratiquer le clonage. Une ferme près de Munich. Elle appartient au centre de génétique de l'université Ludwig Maximilian. Le professeur Eckhard Wolf y effectue des recherches médicales en ayant recours au clonage. En 1998, le professeur présente un animal qui fait sensation. Oushi, la première vache clonée d'Europe. Ses descendants pèsent aujourd'hui à quelques kilomètres de la ferme.
Mais Wuxi n'était qu'un début. Le vétérinaire et généticien s'intéresse désormais à d'autres animaux. Les cochons. Du point de vue biologique, le cochon est très proche de l'homme, beaucoup plus que la vache. Il se prête donc bien à la recherche sur les maladies humaines. Nous modifions génétiquement des cochons afin de reproduire le plus fidèlement possible les causes de maladies humaines. Il s'agit d'une part d'étudier les mécanismes des maladies et d'autre part de mettre au point des traitements, plus particulièrement dans le domaine de la recherche sur le diabète. Ces cochons ne sont donc pas nés par fécondation, mais par clonage. Par le biais d'une mutation génétique, les chercheurs les ont rendus diabétiques. Objectif, en apprendre davantage sur cette maladie métabolique et pouvoir ainsi mieux traiter les personnes qui en sont atteintes. Les cochons clonés, plus précisément leurs descendants que nous voyons là derrière, sont porteurs d'une mutation génétique qui les rend diabétiques. Avec ces animaux, nous espérons développer et tester de nouveaux traitements contre le diabète. Pour nos cochons, l'heure du repas est arrivée. Après avoir été nourris, comme tous les matins, les animaux diabétiques doivent passer par la même procédure que les êtres humains porteurs de la maladie. On mesure le taux de sucre dans le sang des animaux 2 fois par jour. La dose d'insuline qui est ensuite injectée est à chaque fois adaptée à leur glycémie. Car chez le cochon, comme chez l'homme, une quantité insuffisante ou excessive de sucre peut être fatale. Mais comment s'y prend-on exactement pour rendre des cochons diabétiques ? Pour produire un modèle de cochon transgénique diabétique, nous avons commencé par introduire le gène responsable du diabète dans des cellules de culture. Puis nous avons procédé avec ces cellules selon la même méthode de clonage que pour Dolly, ce qui a donné au final un cochon diabétique. Le taux de réussite de cette manipulation génétique sur un embryon de cochon est de l'ordre de 1 à 5%, d'où le nombre important de tentatives nécessaires. L'Allemagne dispose à juste titre d'une législation stricte sur la protection animale. Toutes les expériences impliquant du clonage sont soumises à autorisation. Et pour obtenir cette autorisation, nous devons d'une part démontrer quelles connaissances nous pourrons tirer de notre expérience, et d'autre part, dresser une liste des incidences que cela pourrait éventuellement avoir sur les animaux. Et c'est seulement si ces deux éléments s'équilibrent l'un l'autre que nous pouvons obtenir cette autorisation. C'est le cas avec les expériences actuelles sur les cochons diabétiques. Un espace de recherche flambant neuf de l'Institut doit bientôt accueillir jusqu'à 1 millier de cochons transgéniques clonés. Les chercheurs étudieront sur eux le diabète, mais aussi d'autres maladies humaines comme la mucoviscidose ou la myopathie. Mais où se situent les limites de la recherche sur le clonage ? Je désapprouve totalement le clonage humain reproductif. Premièrement, parce qu'il n'y a aucune raison valable de le pratiquer. Deuxièmement, parce que la technique de clonage est tellement aléatoire qu'on ne peut pas l'employer sur l'homme. Même le clonage thérapeutique, qui vise à obtenir des cellules souches issues du patient lui-même, n'est aujourd'hui plus nécessaire, étant donné qu'il existe d'autres méthodes pour obtenir ces cellules souches. S'il existe effectivement d'autres méthodes, une inquiétude demeure. La technique de clonage humain reproductif est déjà maîtrisée dans de nombreux laboratoires du monde entier. La recherche sur le clonage est en plein boom. Cloner est presque devenu un geste banal. Et il est bien possible que nous ayons un jour de la viande clonée dans nos assiettes. Si on en arrive là, espérons qu'elle portera un étiquetage spécifique afin qu'on puisse choisir en toute connaissance de cause entre viande traditionnelle et viande clonée. L'étape suivante, ce serait le clonage humain reproductif. Du point de vue technique, c'est déjà possible. Mais doit-on y procéder sous prétexte que c'est possible ? Il ne vaut mieux pas.
Heureusement, il ne suffit pas de se prélever un peu d'ADN en se grattant derrière l'oreille et de mettre le tout à chauffer pour fabriquer un clone. Encore heureux. Bon, on vous dit au revoir. À très bientôt. À la prochaine fois.